tous en deuil. C'est horrible, que ce soit les enfants, les parents, on est tous... il y a eu je sais pas combien de soins intensifs, c'est juste horrible. L'émotion et l'incompréhension à Crans-Montana après le terrible incendie qui a ravagé un bar de cette station de ski dans la nuit de la Saint-Sylvestre. Une quarantaine de personnes est décédée, 8 Français manquent à l'appel. Europe 1 en direct sur place dès le début de ce journal. Au total, 115 blessés au cours de cette nuit d'horreur. La solidarité européenne s'organise tandis que l'enquête se poursuit. Les derniers développements à suivre. Peut-on parler d'un appel d'air de fin de règne au sein de la Macronie? Les vœux du président n'ont pas convaincu les oppositions et une partie de son propre camp, vous l'entendrez. Et puis c'est le rendez-vous gourmand de ce début d'année. Dimanche, la galette des rois, l'occasion de célébrer l'épiphanie et l'arrivée des 3 mages. Le journal de 8h avec Théo Grévin. Bonjour Théo. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Horreur, effroi, épouvantable. Les adjectifs ne manquent pas ce matin pour qualifier la nuit du Nouvel An à Crans-Montana. Nuit où un bar de cette station de ski suisse s'est transformé en un véritable brasier. Le bilan provisoire est terrible, une quarantaine de morts et près de 115 blessés, dont de nombreux grands brûlés. Bonjour Jean-Luc Boujon. Bonjour Théo, bonjour à tous. Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Crans-Montana. Il faut bien se rendre compte, Jean-Luc, à quel point ce drame marque et traumatise tous ceux que vous avez pu rencontrer. Oui, l'émotion est très forte ici ce matin et elle était déjà hier soir avec cette messe prévue pour le Nouvel An qui s'est transformée en hommage aux victimes de l'incendie. Plusieurs centaines de personnes se sont réunies dans une des églises de Crans-Montana, dans un grand recueillement avec beaucoup d'émotions. Et puis dehors, dans la rue, à proximité du bar incendié, toujours protégé par un périmètre de sécurité, énormément de personnes, des habitants, des vacanciers qui sont venus déposer une bougie ou des bouquets de fleurs à l'image de ces 2 femmes. Pour moi, c'est comme si on avait meurtri une partie de moi, en fait. Crans-Montana, c'est là où j'ai grandi. Et c'est comme si on m'avait touché en même temps. Je sais pas, il n'y a pas de mots. Il y a des familles, il y a des gens qui doivent vivre avec ça maintenant. Alors car ici, les images qu'on peut voir un peu partout sont dans toutes les têtes, ces flammes qui dévorent le bâtiment, ces personnes qui essaient de défoncer les vitres avec des chaises. Théo et Laetitia, 15 et 17 ans, ont pu miraculeusement en sortir indemnes. Il y a eu de la fumée, on a eu la chance avec mes amis de pouvoir sortir indemne. En 30 secondes, les flammes étaient déjà tout en haut, tout le monde se bousculait. Je me suis retrouvée sous 3-4 personnes qui étaient un peu en train de brûler. Il y avait des gens morts autour de nous. Personne ne comprenait rien et quand j'étais en train de me faire écraser par des gens, il y avait une fille qui avait complètement ses habits avaient brûlé. Ses cheveux avaient brûlé, son visage avait brûlé. C'était horrible. Jean-Luc Boujon, on sait d'ores et déjà que plusieurs Français figurent parmi les grands brûlés. Comment s'organise la prise en charge depuis hier ? Alors beaucoup de ces grands brûlés ont été transférés vers les hôpitaux suisses, Sion le plus proche, Lausanne, Genève un peu plus loin. Le ministère des Affaires étrangères a indiqué que 9 Français avaient été blessés dans l'incendie du bar et que 8 autres n'étaient pas encore localisés à cette heure. On ne peut exclure d'ailleurs que des Français soient au nombre des victimes de l'incendie, précisé un communiqué du Quai d'Orsay. La France qui a d'autre part accueilli 3 blessés dans ses hôpitaux de Lyon et Paris, 2 Français et une personne de nationalité suisse. Jean-Luc Boujon en direct de Crans-Montana pour Europe 1. Il faut s'attendre à une enquête longue et difficile, Jean-Luc. Oui, et pour l'instant, les autorités suisses sont extrêmement prudentes, mais évidemment, les photos prises par certains jeunes présents sur place sont très troublantes. Par exemple, cette photo qui montre une serveuse juchée sur les épaules de son collègue, en train de brandir des bougies à étincelles placées sur des bouteilles d'alcool. Ces bougies embrasent, on le voit sur la photo, le revêtement d'isolation phonique est au plafond. Eh bien, cela commence à ressembler à un accablant. Il faudra voir aussi si les locaux étaient aux normes incendie, s'il y avait assez d'issues de secours dans ce bar. Oscar, un jeune habitué du lieu, décrit l'intérieur de ce bar justement. Les murs ils sont en bois, il y a un truc très bizarre, il y a seulement un petit escalier qui descend et après c'est comme dans un sous-sol. Il n'y a pas de porte pour sortir à l'extérieur en bas et ça je trouvais très bizarre. Maintenant quand je pense à ça, c'est vraiment construit très particulier. Et le plafond est bas? Il n'est pas très haut et il y a beaucoup de bois sur les murs, alors c'est vraiment très risqué. Je pense qu'il y a un feu là, ça bouge vite. Un bar repris par un couple de Français originaires de Corse qui possédait 3 affaires ici. Un couple décrit ici comme un couple sérieux sans problème. Nul doute quand même que les enquêteurs suisses vont avoir des questions à leur poser. Merci Jean-Luc Boujon pour ce point complet. Envoyé spécial d'Europe 1 à Crans-Montana. 24 heures donc après ce terrible incendie qui a fait une quarantaine de morts et plus de 100 blessés. Europe 1, il est 8h05. En France, la nuit du Nouvel An a connu son lot de débordements. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, promettait pourtant fermeté et
et tolérance zéro pour la nuit du Nouvel An. Oui, des violences urbaines recensées dans plusieurs villes du pays, tirs de mortier sur les forces de l'ordre, jets d'artifice et pas moins de 500 personnes interpellées au total. C'est 100 de plus qu'il y a un an. Signe que cette nuit de la Saint-Sylvestre a été particulièrement violente un peu partout sur le territoire, Jean-Baptiste Marty. Oui, notamment à Strasbourg, une centaine de véhicules ont été brûlés, à Rezé dans l'agglomération nantaise ainsi qu'à Noyelles-Godault dans le Pas-de-Calais. Ce sont les commissariats qui ont été visés par des fusées d'artifice, des engins pyrotechniques qui ont aussi provoqué des accidents comme à Chelles. Un garçon de 12 ans a perdu 3 doigts après avoir utilisé un mortier. De nombreux incidents donc, malgré l'imposant dispositif sécuritaire déployé. Axel Ronde, porte-parole du syndicat de police CFTC, déplore des violences devenues systématiques. Force est de constater que ces individus ont quand même fait leurs exactions, j'ai envie de dire, du 31 décembre qui devient habituel. Maintenant, on espère que l'autorité judiciaire réponde présent et être intransigeant face à toutes les violences qu'il y a eu sur le territoire national. Au total, une trentaine de forces de l'ordre ont été blessées. Dans une circulaire adressée la veille du réveillon à tous les procureurs de la République, le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, a donné comme instruction de requérir de la prison ferme à la moindre violence commise contre les forces de l'ordre, des faits passibles de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. L'insécurité, c'est l'un des défis pour 2026 dont a parlé Emmanuel Macron lors de ses vœux aux Français. Une allocution suivie par 8,9 millions de téléspectateurs. C'est 1 million de moins que l'année dernière, chiffre en nette baisse et une avalanche de critiques venues de l'opposition. Mais plus étonnant encore, même certains proches du chef de l'État semblent ne plus y croire, Arthur Delaborde. Comme un air de fin de cycle dans le camp présidentiel, les confidences virent souvent à l'amertume. On n'a plus d'élan, glisse un ancien ministre. Un député parle d'une équipe rincée par la bataille budgétaire et évoque une lassitude profonde. Nos marqueurs se sont dissous au fil des mois, reconnaît-il fataliste. Beaucoup disent garder une confiance relative dans le chef de l'État, surtout sur l'international. Mais loin de la scène diplomatique, chez ses soutiens, les vœux du président n'ont fait que renforcer cette impression crépusculaire. Et pendant que le doute s'installe, Édouard Philippe tranche. Dans ses propres vœux, l'ancien Premier ministre décrit un pays sans budget, sans stratégie, sans cap, persuadé que rien de décisif ne se produira d'ici la présidentielle. Celui qui avait appelé en octobre à la démission anticipée du chef de l'État promet un projet de réparation, de modernisation, de relance, tandis qu'Emmanuel Macron jure qu'il sera au travail jusqu'à la dernière seconde de son mandat. Le patron d'Horizon, lui, se focalise sur 2027. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. C'est un des changements de ce 1er janvier, la fin des avantages des anciens ministres. Depuis hier, plusieurs d'entre eux ne bénéficient plus d'un chauffeur ou encore d'une protection policière. Décision prise par Sébastien Lecornu et qui interroge Daniel Vaillant, ministre de l'Intérieur de Lionel Jospin entre 2000 et 2002. Il ne cache pas une certaine amertume. Je n'ai pas conduit depuis 25 ans. Comment vais-je faire, explique-t-il. Et puis à l'étranger, 6 personnes sont mortes en Iran dans des manifestations contre la vie chère. Les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre se poursuivent. 5e jour de mobilisation dans plusieurs villes du pays, dont la capitale Téhéran, où les commerces sont fermés. 8h08 sur Europe 1. Elle prend de court les gourmands. Cette année, l'épiphanie est célébrée ce dimanche. Oui, pourtant habituellement fixée le 6 janvier, cette tradition chrétienne qui célèbre, vous le savez, la visite des rois mages, Melchior, Gaspard et Balthazar, 12 jours après Noël, tombe plus tôt cette année en raison d'un décalage de calendrier. Résultat, à peine les décorations de Noël rangées que la galette des rois pointe déjà le bout de son nez. Et Europe 1 vous emmène ce matin dans la boulangerie de Patrick Dumont à Clamart, vainqueur du concours de la meilleure galette des rois du Grand Paris. Et vous allez l'entendre, goût, texture, feuilletage, rien n'est laissé au hasard. Reportage Laura Legault. Voilà la galette qui vient de sortir du four, elle est encore chaude. Dès la fin de la cuisson, les odeurs de beurre et d'amandes emplissent la boulangerie. C'est avec cette galette que Patrick Dumont a remporté le premier prix. Le boulanger a ses petits secrets de fabrication. Beaucoup d'amour déjà, un très bon beurre. Nous on utilise du beurre AOP et puis je mets aussi un petit peu de rhum, vraiment légèrement pour relever aussi ce goût d'amande. Il lui a fallu plusieurs essais avant d'arriver à trouver l'équilibre parfait entre les saveurs. Depuis sa première victoire en 2022, le boulanger a fait
fait quelques ajustements. Pour la poudre d'amande, on torréfie des amandes entières, on les broie. Vous avez vu, ça fait vraiment une poudre d'amande un peu couleur noisette. Et ça, on vient le mettre à notre recette de crème d'amande pour vraiment relever le goût d'amande. Mais il ne s'attendait pas à être sacré vainqueur une deuxième fois. Là, j'ai décidé de me représenter. C'était pas pour avoir la première place du tout, c'était pour se dire on voit où on en est. Voilà, la première place, je m'y attendais pas. C'est une fierté pour nous. Une victoire qui attire les clients. Ces 25 salariés sont tous sur le pont pour produire entre 250 et 400 galettes chaque jour. Normalement, j'ai 2 équipes, une équipe du matin et une équipe de l'après-midi. En fait, je pense qu'on va tourner même à 3 équipes pour arriver à fournir. Pour les retardataires, pas de panique, ces galettes croustillantes aux amandes seront en vitrine jusqu'à la mi-février. Reportage Europe 1, Laura Legault. Et 2026 sera une année marquée par de nombreux rendez-vous sportifs incontournables. Oui, les occasions de briller seront effectivement nombreuses pour nos Français en tennis, en football, en natation, mais aussi dans les sports d'hiver, et ce, dès les prochaines semaines, Charles Bouchin. Oui, à commencer par les Jeux Olympiques d'hiver qui se dérouleront du 6 au 22 février en Italie, à Milan et Cortina d'Ampezzo. La délégation française avance avec de solides espoirs de médailles. La patronne du biathlon, Lou Jean Monod, la star du slalom, Clément Noël, ou encore Perrine Lafont, reine du ski acrobatique. Autre événement majeur, les championnats d'Europe de natation cet été à Paris, avec en vedette la star des Jeux de 2024, Léon Marchand, et ses coulées supersoniques. Et puis qui dit 2026 dit Coupe du Monde de football organisée également cet été. Pour le journaliste d'Europe 1, Jacques Vendroux, c'est la compétition à ne pas louper. Pour moi, la Coupe du Monde, c'est un mot magique. 48 pays, Mexique, États-Unis, Canada, 3 pays organisateurs. C'est du jamais vu. Les stars sont là, elles vont s'affronter et elles vont nous faire rêver. L'année sera aussi marquée par les rendez-vous incontournables. Le tournoi Destination où le 15 de France rêve d'un doublé. La saison de Formule 1 avec un Français au volant d'une Red Bull, Isaac Hadjar. Sans oublier Roland Garros à suivre cette année encore sur Europe 1, la radio officielle du Grand Chelem parisien, avec un espoir, voir Loïs Boisson aller encore plus loin que sa demi-finale de l'an dernier. Charles Bouchin. Merci Théo Grévin.